Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de France 3 pour ce débat. Ce soir, on vous emmène dans la Nièvre, dans la première circonscription, celle qui longe la Loire, un territoire qui va de Caunes à Nevers en passant par la Charité, près de 110 000 habitants. Dans cette circonscription, la députée sortante MoDem Perrine Goulet se représente pour un nouveau mandat. Et pour la première fois depuis 1958, il n'y aura pas de candidat socialiste. Un coup de tonnerre au pays de François Mitterrand et Pierre Bérégovoy. Et à mes côtés ce soir pour ce débat, Jean-Mathias Joly du Journal du Centre. Bonsoir Jean-Mathias. Bonsoir. 5 candidats sont invités pour débattre avec nous autour de ce plateau. Perrine Goulet, candidate du MoDem pour la majorité présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. François Lemétayer, vous êtes candidat pour Les Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Léo Coutelec, candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, investi par la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir. Thomas Perret, vous êtes candidat suppléant de Pauline Vigneron pour le Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Orny Impenge, candidat d'Hiver Gauche. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, et pour être complet, j'ajoute qu'il y a 4 autres candidats déclarés dans cette circonscription. Brighton Verdès pour Reconquête, Geneviève Lemoine pour Lutte ouvrière, Charles-Henri Gallois pour l'Union pour la France et Michel Peters, candidat sans étiquette. Alors on va parler tout au long de ce débat de votre territoire, un territoire rural, de ses nombreuses problématiques, la santé, la désertification, la mobilité par exemple. Mais avant cela, une question d'actualité. Un nouveau gouvernement nommé avec à sa tête une femme, Elisabeth Borne, une nouvelle équipe avec 3 priorités, l'écologie, la santé et l'éducation. Léo Coutelec, est-ce que c'est un bon message envoyé par Emmanuel Macron, ce gouvernement ? Je crois que ce n'est pas un nouveau gouvernement, c'est d'abord un remaniement ministériel, puisqu'il y a un certain nombre, le cœur des ministres de Macron 1 sont dans Macron 2. Et puis on peut dire que non, le message il n'est pas bon. Le message Elisabeth Borne, Première ministre, c'est le message de la continuité d'une maltraitance sociale et d'une irresponsabilité écologique. Il faut se rappeler, il y a déjà un bilan. Elisabeth Borne, ministre du Travail, ministre de l'écologie. Ministre du Travail, Elisabeth Borne, c'est l'assurance chômage. 1 million de chômeurs qui ont eu leurs droits diminués. Elisabeth Borne, ministre de l'écologie, c'est 15% des effectifs du ministère de l'écologie en moins. Elisabeth Borne, c'est la retraite à 65 ans. Elisabeth Borne, c'est la privatisation de la SNCF, dont les impacts sont directs dans la Nièvre, puisque la restructuration liée à la privatisation de la SNCF, c'est 40 agents en moins sur le pôle de Nevers. Voilà, donc non, ce n'est pas un message positif, c'est le message de la continuité d'une politique de maltraitance sociale. François Lemétayer, pas de changement, c'est ce que dit Léo Coutelec, c'est votre avis aussi ? Je suis d'accord sur le fait que c'est un gouvernement qui s'inscrit dans le précédent, mais pour autant, je crois qu'il y a un élément qui est intéressant, c'est de voir qu'on est sur un gouvernement de clarification. Enfin, Emmanuel Macron a su mettre de gauche. Elisabeth Borne était dans le gouvernement, était conseillère de Ségolène Royal, était bien évidemment avec Emmanuel Macron qui lui-même était sous François Hollande. Et quand on voit surtout dans ce gouvernement, c'est la présence de Pape Ndiaye qui, je crois, démontre l'absence de ligne directrice pour notre pays. Vous avez un ministre de l'Éducation nationale qui va faire complètement l'inverse de Jean-Michel Blanquer qui a fait pendant 5 ans. C'est la preuve que Emmanuel Macron n'a pas de ligne depuis 5 ans, qu'il n'en aura pas dans les 5 prochaines années, d'où bien évidemment la nécessité d'avoir des députés qui seront indépendants et qui ne vont pas voter nécessairement toutes les lois qu'on va leur demander. Orny Impenge, est-ce qu'il y a plus de gauche dans ce gouvernement ? Alors, dire que Mme Borne est une femme de gauche, je pense qu'avant tout, c'est une femme du système. Elle a évolué en tant que personnalité à l'origine de gauche, mais après les politiques qu'elle a menées, on ne peut pas le dire que ça a été des politiques de gauche qui ont été menées. Cependant, c'est un nouveau gouvernement qui vient d'être nommé. On les jugera par rapport aux résultats. Vous attendez les actes ? On attend les actes, mais par contre, je m'oppose quand on dit que c'est une politique de gauche, que c'est un signe pour la gauche. Non, pas du tout. Elle fait partie de ces personnalités qui ont évolué aussi avec la gauche, mais qui ont pris la décision d'œuvrer pour le système avec les conséquences et les résultats qu'on connaît aujourd'hui, casse sociale, non-respect des engagements en matière d'écologie. Donc pour moi, c'est la continuité, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Thomas Perret, comment vous jugez ce nouveau gouvernement ?
Je me souviens qu'en 2017, Emmanuel Macron nous avait promis un nouveau monde avec une alliance de ceux qui pourraient redresser la France. En réalité, on est le pire de la droite et le pire de la gauche. Et aujourd'hui, à l'occasion de ce nouveau gouvernement, c'est une continuité en pire. C'est l'alliance de la technocratie macroniste avec Elisabeth Borne, qui est une technocrate froide et brutale, qui, comme l'a dit mon collègue à gauche, a été ministre du Travail et a mis en œuvre la réforme de l'assurance chômage. Il ne faut pas oublier aussi que c'est Madame Borne qui, sur les plateaux télé, publiquement, avait dit qu'elle allait licencier les soignants qui n'allaient pas se faire vacciner, ainsi que tous les salariés. Cette ministre qui disait, qui applaudissait aussi le soir, tous les soirs à 20h, les soignants, pour leur héroïsme dans le combat face au Covid-19. Perrine Goulet, Elisabeth Borne, qui concentre visiblement toutes les critiques. Vous, est-ce que ça vous réjouit, cette Première ministre? Et est-ce que ce nouveau gouvernement, c'est un nouveau souffle pour le quinquennat? En tout cas, visiblement, il est bien placé. Puisque on nous dit qu'il est de gauche et qu'il est de droite, c'est qu'il est bien placé, il est au centre, comme on veut le faire depuis un petit moment. Moi, je suis très fière qu'Elisabeth Borne soit Première ministre. Pas parce que c'est une femme, parce que justement, elle est compétente. Elle est compétente, elle connaît ses dossiers, elle est travailleuse et elle sait négocier. Et ça, je pense que c'est très important. Je voudrais juste commencer par enlever certaines choses qui ont été dites qui sont fausses. Il n'y a pas de privatisation de la SNCF, il y a une fin de mise au statut et il n'y a pas 40 emplois supprimés dans la Nièvre, il y a 40 emplois supprimés au dépôt de Nevers, mais qui sont compensés par 100 emplois aux ateliers de Nevers. Donc il n'y a personne qui va perdre son travail à Nevers. Les 40 cheminots du dépôt vont migrer, s'ils le souhaitent, vers les ateliers. Et ça n'a rien à voir avec le statut, puisque c'est à l'intérieur de la SNCF, il y a différents ateliers, différents dépôts, et ils glissent la charge en fonction, et donc c'est dans ce cadre. Concernant le chômage, moi, je suis très fière de la réforme qu'on a faite. Et je suis très fière pour une chose, parce qu'aujourd'hui, quand je passe dans les entreprises, même ils me disent, vous n'avez pas été assez loin. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore, même il y a quelques semaines, fin avril, il y avait 1000 postes vacants dans la Nièvre. 1000. Les gens sont à la recherche de personnel partout, dans toutes les entreprises où on passe. Et toutes les entreprises où je passe, ils nous disent, le chômage est encore trop avantageux. On est dans un moment de plein emploi. Donc, il faut que le chômage puisse s'adapter en fonction des conditions. Quand on est quasiment en plein emploi, eh bien le chômage doit être plus restreint. Quand effectivement on est devant des difficultés, le chômage doit être plus long. Là, on est quasiment en plein emploi. Enfin, allez voir partout. Je pense que vous y allez également, vous, le journal du Centre, voir les entreprises. Il n'y a pas une entreprise qui dit qu'il ne recherche personne. Donc aujourd'hui, on doit faire le nécessaire pour que les entreprises puissent recruter le personnel dont ils ont besoin. C'est important pour notre croissance. Malgré tout, certains dénoncent le fait que ce sont des emplois parfois plus précaires. Est-ce que je peux rebondir justement sur ce Alors, que vient de dire Madame Goulet ? Sur les emplois précaires, j'entends, mais justement, je suis allée consulter les offres d'emploi qu'il y avait dans la Nièvre. Quand on a une recherche d'une vendeuse dans un magasin de téléphone à 1 950 € net, on n'est quand même pas non plus au niveau du SMIC. Quand on a une serveuse dans un restaurant où on lui propose 2 485 € brut, on n'est pas non plus dans le SMIC. Un couvreur à 2 400 € net, un vendeur en boulangerie à 1 750 €, c'est les offres d'emploi qu'il y a actuellement sur le site de Pôle emploi. On n'est quand même pas dans des emplois précaires. J'aimerais juste rebondir sur ce que vient de dire Madame Goulet. J'ai l'impression, en l'entendant parler, que tout va bien. On a un nouveau gouvernement, on a une situation quand même en France qui est tendue. Socialement, je vais pas répéter la situation dans laquelle on se trouve. Et face à ça, on a quand même 71% des Français qui n'ont pas confiance au gouvernement actuel pour répondre à la problématique, par exemple, du pouvoir d'achat. Et j'ai l'impression, dans votre interprétation de la politique que vous menez, que tout va bien, on est au plein emploi. Quand je vais sur le terrain à Nevers, quand je vais à Amphi, quand je vais dans toutes ces villes du département où les gens s'ouvrent vraiment, on a l'impression qu'il y a une déconnexion totale entre votre réalité à vous et la réalité du terrain. François Lemétier, vous voulez dire quelque chose? Oui, le problème n'est pas le plein emploi. En effet, on approche de ce plein emploi, je m'en réjouis, et bien évidemment, on ne peut que s'en réjouir. Le problème, c'est la valorisation du travail. Et ce que nous devons avoir, c'est un travail qui est justement valorisé. Vous citiez des exemples, Madame Goulet, c'est très bien, mais c'est justement la preuve que les Français qui travaillent ne s'en sortent pas. Vous citiez les salaires qui sont proposés. Nous devons faire une véritable différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne veulent pas travailler. C'est pour ça que le travail doit être revalorisé avec des baisses de charges sociales, avec baisse de la CSG, pour que le pouvoir d'achat soit réel et effectif dans notre pays. C'est pour ça que nous avons besoin de valoriser davantage le travail. Il ne suffit pas simplement de dire que l'emploi fonctionne en France, c'est une réalité. Ce qu'il faut, c'est que le travail paye. Vous êtes d'accord avec ce qui est dit? Évidemment qu'il y a un problème de salaire, il y a un problème de valorisation salariale. Ça ne passera pas par une baisse des cotisations sociales. On a besoin des cotisations sociales. Ça passera par une augmentation déjà des minima sociaux, une augmentation du SMIC.
Nous proposons un SMIC à 1 500 € net et comment une les entreprises peuvent faire une négociation sur toutes les échelles salariales. C'est pas vrai ce qui est dit. Il n'y a pas de plein d'emplois en France. Les chiffres, effectivement, c'est pas sur des cas particuliers qu'on peut voir. Moi aussi, je peux prendre des annonces et je trouverai des salaires moins chers. Ça, c'est vraiment pas sérieux. Non, il faut regarder effectivement que le prix de la baisse du chômage se fait au prix de la précarité. Ça, c'est prouvé et c'est l'INSEE qui le montre. Dans la Nièvre, pour les 16-29 ans, le taux de chômage est de 23,8%. Est-ce que ça, on peut se satisfaire de cette situation? Dans la Nièvre, les jeunes, pour 40% d'entre eux, ne poursuivent pas leurs études supérieures. Pourquoi? Parce que l'offre de formation est trop éloignée et parce qu'il y a de la précarité dans les familles qui empêche le financement je vous propose d'en parler ces études à Dijon ou à Clermont-Ferrand. Je vous propose qu'on s'intéresse, s'il vous plaît, avant d'aller un petit peu plus loin sur le fond, les problématiques de vos territoires, qu'on s'intéresse un petit peu aux enjeux politiques locaux. Dans cette circonscription où La République En Marche et le Rassemblement National ont été au coude à coude à la présidentielle, Perrine Goulet, on vous a beaucoup entendu dire que c'était dur ces dernières années, qu'il y avait eu des moments difficiles dans votre mandat, que vous viviez parfois même très mal le fait que les députés de terrain ne soient pas entendus. Pourquoi vous avez choisi d'y retourner, vous? Parce que, en fait, j'ai rencontré pendant ces 5 ans les Nivernais et les Nivernaises. Et je suis pétrie d'une forte conviction, c'est qu'on a de merveilleuses richesses dans ce territoire, mais que nous-mêmes, on n'y croit pas forcément. Et moi, je suis convaincue qu'en étant dans la majorité avec le président de la République, on a réussi à amener, on a amené beaucoup de choses dans ce territoire. Et si vous voulez, on pourra le développer juste après. Et je pense que faire partie de la majorité, c'est important. Bien sûr, on n'obtient pas tout ce qu'on veut. Et n'importe lequel d'entre vous, s'il pense que juste d'être dans l'opposition va permettre de faire tout ce qu'il veut, c'est faux. C'est bien mal connaître ce qui est. C'est bien mal connaître ce qui est la vérité. Parce que quand moi, je suis de conviction. Vous savez, moi, de conviction. Oui, moi, j'ai voté contre les APL. Donc, vous voyez, on est capable d'être dans la majorité tout en ayant des convictions. C'est pour ça que vous êtes passé au Modem? Alors, je ne suis pas passé au Modem pour ça. En fait, quand je me suis engagée derrière le président, je me suis engagée derrière le président. Comme ça peut arriver, c'était mon premier engagement politique. Et du coup, j'ai adhéré à un parti. Et puis, je me suis rendu compte qu'en gardant ma fidélité auprès du président, qui est pour moi très importante, je me suis rapprochée du Modem qui porte les sujets d'enfance, de famille, qui sont plus proches de mes convictions, qui porte aussi la partie qui est sur l'évolution de la démocratie, avec notamment la proportionnelle à l'Assemblée nationale, parce que moi j'ai envie de pouvoir débattre avec les candidats, les élus Rassemblement national dans l'hémicycle et pas dans les médias, parce qu'aujourd'hui, comme ils n'ont pas de groupe à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national, on ne peut pas débattre avec eux dans l'hémicycle, et ça c'est dommage. Vous comptez convaincre justement les électeurs dans cette circonscription où on a beaucoup voté Marine Le Pen, quadruplé, les voix ont quadruplé dans cette circonscription de la Nièvre depuis 15 ans. Comment vous comptez faire? Eh bien, en expliquant ce qu'on a fait, parce qu'effectivement, le vote Front National chez nous, c'est pas forcément le vote raciste, comme on peut le voir peut-être dans d'autres départements. Nous, les gens pensent qu'ils ont été un peu oubliés. Et c'est vrai que pendant 40 ans, la ruralité a été oubliée. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de ce qu'on a fait pour la ruralité, j'en aurais un grand plaisir. Parce qu'il y a énormément de choses qui ont été faites pour la ruralité. Et il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer quand même aux gens. Je pense que c'est intéressant. On parlait tout à l'heure des études. On peut en parler aussi. On a rajouté énormément d'études. On a fait plus 1000 étudiants dans notre territoire. Vous écoutez, tout va bien. J'ai pas dit que tout allait bien, mais il y a des choses qui vont bien et d'autres qui vont pas bien. Quand elles vont bien, il faut savoir le dire. Ce qui me sidère un peu, Madame Goulet, c'est que je vous entends tous à Renaissance, vous gargarisez, vous vantez du bilan incroyable. Je suis pas Renaissance, je suis Modem. Oui, c'est la majorité présidentielle, madame. Mais je l'ai toujours assumé que j'étais Modem. Mais cette gargarisation à outrance, moi, me sidère un peu, et je pense qu'elle sidère aussi nos compatriotes qui vous écoutent et qui vont vous regarder. Parce que pendant 5 ans, rien n'a changé, notamment pour les territoires ruraux, pour la Nièvre. C'est votre vision, visiblement. Non, c'est pas la vision. Non. La réalité, madame, c'est aujourd'hui, les prix de l'inflation galopent. Mais ça n'a rien à voir avec la ruralité, ça. Si, madame, parce qu'ils sont les premiers à en pâtir, parce que pour aller au travail, madame, les trajets de domicile, ils n'habitent pas à Paris, ils n'ont pas le RER, ils n'ont pas de métro. Le blocage des prix sur l'essence, on est d'accord. Je vous propose qu'on continue sur les enjeux politiques. Le problème de votre politique, c'est qu'une mesure conjoncturelle. Thomas Perret, vous avez, je viens de le dire, fait un très bon score à la présidentielle dans la Nièvre. Est-ce que ça ne va pas être un peu plus compliqué pour des candidats comme Pauline Vigneron, que vous représentez sur ce plateau, qui n'est pas élue et qui n'est pas connue localement? Ah si, Pauline Vigneron est connue, elle s'est présentée à plusieurs échéances électorales. Pas très connue, moins connue que Marine Le Pen.
Oui, d'accord, mais voulais Pauline dire. Vigneron s'est présentée à plusieurs échéances électorales, les municipales évidemment à Nevers en 2020, aux départementales et même aux régionales l'année dernière, également aux élections législatives en 2017, donc elle a un ancrage territorial et elle mise aussi sur un programme qui est un programme de bon sens, un programme crédible Vous pour pensez tous nos qu'on compatriotes. pourrait faire en quelque sorte un copier-coller du score de Marine Le Pen sur celui de Pauline Vigneron? Mais Ce serait aussi simple que ça. tout dépendra de la mobilisation. Il faut de dire que l'élection présidentielle est la même que l'élection législative. Le tout, c'est de mobiliser tous ceux qui ont voté durant cette élection présidentielle, de dire que la bataille n'est pas finie, qu'il y a effectivement un troisième tour et que vous avez l'occasion de pouvoir changer Vous votre parlez de quotidien. mobiliser, on sait que vous avez un électorat traditionnellement abstentionniste aux législatives. Vous Comment mobilisez allez faire tellement que Mme Vigneron n'est pas là aujourd'hui. On peut que le saluer. Non, Mais Est-ce vous que ne je vois pourrais- pas non plus, monsieur je Maître. pense que Il y a un enjeu aussi. Parce que à le barreau de vous l'avez Paris, Je pense vous qu'il n'êtes pas au y bord a de déjà mer. eu les présidentielles où les gens n'ont pas pu avoir de débat sur le fond. Eh ben Je pense justement, qu'avant parlons d'attaquer du les uns les territoire. autres, Moi, il vaudrait c'est mieux ce qu'on soit pourquoi sur je le suis là. fond. Parlons du Léo territoire. Coutelec. Oui, moi, on a aussi, et je tiens à le souligner, fait un très bon résultat dans la première circonscription de la Nièvre. Et d'ailleurs, si nous additionnons les scores des forces que je représente, c'est-à-dire la nouvelle Union populaire écologique et sociale, les socialistes, les communistes, les insoumis et les Verts, nous sommes en tête. Nous, contrairement à Rassemblement National, nous voulons la majorité. Nous ne voulons pas être une force Je d'opposition. vous raconter des Nous, fables. nous voulons être majoritaire à l'Assemblée nationale et c'est possible. Monsieur Coutelec. On a- Pour Monsieur Coutelec. reprendre le pouvoir à Macron, pas laisser le pouvoir à Macron, parce que, en fait, on a le choix. Soit pendant 5 ans à venir, Macron a les pleins pouvoirs avec une majorité présidentielle, soit on lui prend Est-ce que- les pouvoirs avec une majorité NUP et c'est possible. Vous Une mentez question, au on sujet, avait monsieur beaucoup dit que Coutelec. Mitterrand avait écrasé le PC. Aujourd'hui, il n'y a pas de candidat PS dans cette circonscription. C'est quoi? C'est une revanche 30 ans plus tard? Bien sûr que non, c'est une victoire. C'est une victoire d'une coalition que toutes les forces politiques voulaient et qui est historique. Difficile à faire, on est bien d'accord. Elle a été difficile. Est-ce que je peux Elle a rebondir été là-dessus, difficile, quand mais même J'arrive à elle voir. a été le résultat d'une dynamique positive au présidentiel de la part de l'Union populaire qui s'est transformée dans une coalition de toutes les gauches Mais et qui de fait des l'écologie. étincelles quand même localement. Est-ce On que le je voit peux un en petit peu parler partout. Qui a fait des étincelles comme partout dans toutes les circonscriptions. Il y avait 1700 candidats qui étaient investis par les forces politiques qui se sont retirés au profit de la coalition. Sylvain Mathieu, premier fédéral PS de la Nièvre, je le cite, parle de scandale. L'accord n'a pas pris en compte l'ancrage local ni la réalité locale. Est-ce que Je remercie Sylvain Mathieu de s'être retiré au profit de la candidate France Insoumise sur la deuxième Ça grince des circonscription. dents quand même, c'est ça que je Ça veux dire. a grincé des Ils sont dents. aux côtés de vous dans la Et campagne? ils sont maintenant tous derrière nous. Sylvain Mathieu, Ils font campagne avec compris, vous ils font campagne avec moi. Ils sont sur le terrain. J'ai le soutien du sénateur de la Nièvre, j'ai le soutien du président du conseil départemental, de l'ancien président du conseil départemental. J'ai le soutien du Parti communiste, du Parti socialiste, de la Fédération du Parti socialiste. J'ai le soutien des Verts. Il n'y a plus de débat. Je suis le candidat de la gauche et de l'écologie sur la première circonscription et on marche tous dans le même sens pour gagner cette circonscription. Ordine Pellier, je me tourne vers vous. Vous êtes sans étiquette, mais Exactement. vous défendez des valeurs de la gauche. Pourquoi vous n'êtes pas derrière Léo Coutelec? Alors, très très bonne question. J'attendais de pouvoir y répondre depuis tout à l'heure. Monsieur Coutelec, vous êtes en train d'utiliser les mêmes méthodes que vous décriez autrefois. Sous prétexte d'avoir négocié à Paris, en regardant la Nièvre uniquement comme des pourcentages, vous avez fait des additions. Mais derrière ces additions que vous êtes en train de brandir, il y a des personnes, il y a une réalité, il y a un terrain, il y a une histoire, il y a la Nièvre. Et je vous pense que, convient pas, sa candidature beaucoup de gens, moi je suis sur le terrain, j'ai grandi ici. J'ai grandi, donc quand je vais faire ma campagne, c'est des gens avec qui j'étais en cours, c'est des gens, c'est des professeurs, donc qui sont totalement outrés par le manque de prise en considération de l'ancrage local pour ces élections. Donc quand vous dites que tout le monde, quand vous dites, Monsieur Coutelec, que tout le monde est derrière vous, que les présidents, peut-être. Mais aujourd'hui, ce n'est pas eux qui vont aller voter, c'est les militants, Qu'est-ce qui vous c'est les démarque sympathisants socialistes. Et moi, quand je suis sur le terrain, ils me diront jamais, Je vais répondre. la plupart me diront Ordine jamais. Pellier, qu'est-ce Je vais qui vous répondre. démarque de la candidature de Léo Coutelec? Alors, première chose, il y a deux choses qui me démarquent pour être bien précis. La première chose, c'est que si je ne suis pas élu député, ou M. Coutelec n'est pas élu député, je continuerai mon combat dans la Nièvre. C'est déjà la première chose qui nous distingue. La deuxième, c'est sur le fond. En matière d'Europe, en matière de laïcité, je ne partage pas du tout certaines valeurs qui sont exprimées dans ce parti d'extrême gauche. Donc moi, je suis pour Ça, c'est le discours du des Front valeurs de National. gauche qui soient républicaines, Une gauche plus modérée, c'est ça que vous dites? locale, plus modérée, mais qui s'assume sur des sujets, sur plein de sujets qu'elle n'assumait pas jusqu'à présent. Et je représente, je pense, une bonne partie du peuple de gauche qui n'a pas envie, une fois de plus, d'être tourné en bourrique dans cette histoire. Un mouvement d'une centaine de jeunes Nivernais, vous disiez. Exactement. Si vous Voilà. voulez Nous, ça fait ce concrètement mouvement, c'est quoi ce... C'était à la base, on s'est réunis.
vraiment pour échanger autour de la politique. On était vraiment autour de ces idées. Et au fur et à mesure, parce que moi, ça fait 2 ans que je suis revenu dans la Nièvre, parce que j'ai eu un parcours un peu à l'international. On a voulu recréer un think tank qui parle de ces sujets-là pour repenser la gauche. Et aujourd'hui, voilà, je pense que la gauche n'est pas morte. Il y a une tendance qui est LFI, qui est portée par LFI, mais je pense qu'aujourd'hui, la Nièvre, comme Mitterrand le disait, les Nivernais ne sont pas hypocrites. Et je pense que dans ces élections-là, le peuple de gauche va se réveiller pour une gauche qui soit républicaine et locale. Ce qui vient d'être dit du bout des lèvres, c'est que vous n'habitez pas la Nièvre, vous habitez Dijon, vous travaillez à Paris. Vous êtes parachuté, c'est comme ça qu'on dit dans le milieu. Est-ce que vous comprenez que ça puisse poser problème peut-être à vos adversaires, peut-être aux électeurs? Comme profil de parachuté, on fait mieux. Elisabeth Borne, dans le Calvados, est parachutée. Jean-Michel Blanquer, on parle de vous, un peu de modestie. On parle de vous, parce qu'on peut parler de Jean-Luc Mélenchon à Marseille, qui n'a rien fait, même sa suppléante est partie. Moi, je ne suis pas un parachute d'un parti politique. C'est la première fois que je me présente à une élection. Je suis militant associatif du département voisin. Et pourquoi vous travaillez en Charge d'Or, alors? Et je travaille effectivement en tant qu'enseignant-chercheur. J'ai une équipe très ancrée localement. Je suis soutenu par beaucoup de militants et beaucoup de jeunes. Il n'y a pas de Nivernais de gauche pour défendre ces valeurs-là. J'ai une légitimité. La gauche de l'Union populaire, écologique et sociale, aujourd'hui, elle s'est mise d'accord sur un programme partagé de 650 mesures. Ça veut dire qu'il n'y a que le programme qui compte? C'est le programme d'abord et la réalité du territoire que je connais bien, et on va en parler et on verra qui connaît bien les sujets. Vous avez dit dans la presse, je veux redonner enthousiasme à vivre dans la Nièvre. Est-ce que c'est pas compliqué quand on n'y habite pas? C'est ça la question. D'une part, j'y habite, et d'une part, je connais bien... Vous habitez où? À Nevers. Voilà. Vous habitez à Nevers. J'habite à Nevers. Vous n'habitez plus à Dijon. Et j'ai jamais habité à Dijon, j'habite toujours en milieu rural, donc je connais bien le milieu rural. Je connais bien les problématiques de la ruralité, je suis un spécialiste reconnu des problématiques agricoles et alimentaires, qui, je crois, sont une thématique importante de la circonscription. Je suis le porte-parole d'une coalition avec des représentants locaux de tous les partis, et croyez-moi que député de la première circonscription de la Nièvre, j'aurais pas un double discours. Vous serez dans la Nièvre si vous êtes pas le élu. discours de j'écoute les Nivernais quand je suis dans la Nièvre et je vote contre eux quand je suis à Paris. François Lemétayer, je tiendrai parole. Je me tourne vers vous. Parachutage ne vaut pas ancrage, monsieur. François Lemétayer, je me tourne vers vous. C'est votre première candidature, première campagne. Alors, après un crash comme Valérie Pécresse l'a connu à la présidentielle, est-ce que c'est pas compliqué de se présenter? Est-ce que ça vous aurait pas découragé? Pas du tout, au contraire. C'est le moment où nous devons reconstruire notre famille politique à travers les territoires. Les territoires qui ont été oubliés depuis 5 ans par Emmanuel Macron, qui ont été clairement méprisés. Nous avons face à nous des députés sortants qui n'ont fait que voter des lois où on leur a tout simplement dit de voter tel pour ou contre à chaque fois sans s'intéresser au territoire. Ce que je reproche à Mme Goulet dans son bilan, c'est justement qu'elle n'a pas eu l'intérêt de penser à la Nièvre. Et c'est pour ça que la famille politique... Oui, mais justement, la famille, j'y viens. La famille politique que j'incarne, c'est une famille qui est ancrée. La preuve en est, c'est que j'ai bon nombre d'élus qui m'ont rejoint et qui me soutiennent, qui est une famille avec des élus locaux. Et Vous n'êtes pas sénateur, hein. Vous êtes là pour être député. Oui, mais madame... Sinon, aussi... pour vous présenter au sénatorial, non, mais je vais vous dire une chose. Si on avait une France qui était... Non, mais écoutez... Madame Goulet, une famille politique, les Républicains, on n'est pas là pour être sénateur, on est là pour être député. Tout à fait, mais sauf que si vous aviez de la considération pour les élus locaux et pour les territoires, c'est comme ça qu'on construit la France. Parce que la difficulté... François Lemétayer, c'est quand même un département où la droite échoue depuis des années. Est-ce qu'il y a encore de l'espace entre le Rassemblement national, la République en marche? Complètement. Je crois que justement, on a clairement la possibilité d'offrir une nouvelle offre politique dans ce département, une offre avec les territoires. Et c'est ce que je porte pendant cette campagne. Je le dis très clairement. Si nous construisons la France de demain à partir des territoires, plutôt qu'avoir un centralisme parisien qui a été parfaitement incarné, Madame Goulet, vous avez raison, par votre majorité. Nous devons construire avec les élus locaux, avec les acteurs du terrain, avec simplement ceux qui sont face aux réalités quotidiennes des Français. Et le jour où nous valoriserons les territoires, notre pays ira dans le bon sens, plutôt qu'un centralisme parisien, un dogmatisme parisien qui écrase notre pays. Je vous vois lever les yeux au ciel, Perrine Goulet. Ah oui, non, parce qu'il a bien appris sa leçon. Mais en fait, il n'y a rien derrière. C'est que des paroles. Qu'est-ce qu'il y a de concret? Moi, je peux vous dire concrètement dans la Nièvre. Je peux vous dire concrètement dans la Nièvre. Je vous ai pas coupé, donc si vous pouviez un petit peu respecter, je pense que les gens attendent du respect dans les débats, parce que s'ils n'entendent pas ce qu'on dit, ça sert à rien. Tout comme de la conviction. Donc moi, mais de la conviction, c'est pas couper la parole aux gens. La conviction, c'est respecter les gens et respecter. Je partage pas ce que vous faites, mais je vous respecte. Donc ça serait bien de faire pareil. Donc quand on dit qu'on a abandonné les territoires ruraux, c'est pas vrai. On a l'agenda rural qui a été mis en place il y a 2 ans. Il y a déjà les premières marques qui sont présentes, les maisons France Service, le campus connecté, le déploiement de la 5G. Il y a énormément de choses qui sont mises. Bien sûr, tout n'est pas parfait. C'est pas ce que je dis, sinon je ne serais pas sur un 2e mandat. Mais quand vous dites que j'écoute dans mon territoire et que je vote autrement, mais c'est pas parce que j'écoute. Et quand j'écoute des gens...
qui sont par exemple de gauche, des gens qui sont de droite, et après je fais mon choix en mon âme et conscience Perret, au niveau du vote. Il est comment le Et bilan de uniquement, et je voudrais juste terminer sur une chose. Si vous regardez mes votes, contrairement à ce que vous indiquez, contrairement à ce que vous indiquez, je n'ai pas toujours voté comme la majorité l'a demandé. Que ce soit notamment sur les APL, que ce soit sur le glyphosate, ça, oui, je vous êtes l'assume. abstenu, quel courage. Mais je peux vous expliquer. Vous avez voté contre. J'ai voté contre. Oui, j'ai voté contre. On peut parler de la loi aussi. Alors, est-ce que je peux parler également du crédit d'impôt que voulait Total, que certains de la majorité voulaient leur donner pour la MED, que je n'ai pas donné, je n'ai pas voté pour. Et quand on parle du centralisme parisien, moi je vois aussi les dégâts de certaines politiques locales. Quand on voit la protection de l'enfance, qui est gérée de manière différente d'un territoire à l'autre. Oui, je veux que la protection de l'enfance soit nationalisée. Et oui, je veux qu'on l'enlève aux collectivités ou qu'on travaille avec eux autrement, parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal que d'un territoire à l'autre, les enfants ne soient pas traités pareil. Et ça, c'est la vérité. Perrine Goulet, est-ce qu'il est bon? Vous voyez, là, depuis quelques minutes, on s'invective et on se lance des anathèmes, mais on n'avance pas sur le fond. Et là, on est à l'aune d'une crise économique et sociale sans précédent. Et ce qu'attendent nos compatriotes, je le crois sincèrement, c'est des réponses et des solutions concrètes sur le pouvoir d'achat, par exemple. Et typiquement, là, quand on voit l'inflation qui augmente considérablement et des gens qui possiblement n'arriveront pas à finir la fin du mois et en hiver prochain n'arriveront pas à se chauffer correctement faute de politique énergétique, eh ben je crois qu'on se doit d'apporter des réponses. Et typiquement sur le pouvoir d'achat, il y a des mesures phares qu'on propose au Rassemblement national, comme la baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur l'énergie, le carburant, le fioul, le gaz et l'électricité. Votre adversaire dans cette élection, c'est qui? C'est la majorité présidentielle? C'est la NUPES? C'est évidemment en premier lieu Emmanuel Macron, la majorité présidentielle, et c'est, je crois, le choix. C'est le choix qu'ont fait les Français de placer deux modèles qui sont radicalement opposés et antagonistes. La nouvelle union de la gauche, ça. Non, vous n'avez pas été au second tour, monsieur Boutelec. On était à 400 000 voix. Il y a 3 blocs qui se sont détachés à plus de 7 millions de voix. Donc effectivement, il y a 3 blocs. Un bloc populaire. Deux blocs. Un bloc la populaire République en marche, NUPES et le Rassemblement national. Donc l'air de Front populaire de la NUPES, ça vous fait pas peur, c'est ça que vous dites? Le Front populaire qui n'a rien de populaire. Ah bon non, rien de populaire. Non. Vous méprisez 7 millions de Français qui ont voté pour nous? Non. Monsieur, quand vous faites l'apologie de la haine anti-flic, quand vous êtes soutenu par des organisations communautaristes, indigénistes, mais c'est des réalités. S'il vous plaît, je vous propose qu'on continue. On va poursuivre cette émission tout de suite avec des questions flash. Voilà, des questions d'actualité nationale et internationale. La réponse courte, vous avez 10 secondes chacun. Première question, faut-il chasser les voitures du centre-ville pour des raisons écologiques ou favoriser le stationnement gratuit pour aider les petits commerces comme ça a été fait à Nevers? Et je me tourne vers vous, Léo Coutelec. Il y a une réalité, effectivement, en centre-ville, les voitures, moins il y en a, mieux ça se passe. Après, il faut prendre la réalité de chaque centre-ville. Je crois que c'est en concertation avec les habitants, en concertation avec les élus que ça doit se passer. Moi, mon maître mot, c'est d'abord la discussion sur des sujets comme ça. Merci. Mais la règle, ça doit être effectivement moins de pollution par la voiture. 10 secondes chacun, Thomas Perret. Moi, je ne veux pas d'une écologie punitive. Je veux une écologie qui se fait avec et en concertation avec nos compatriotes. Et évidemment, pour la voiture, il faut permettre à ceux qui travaillent le plus loin, qui habitent loin de leur travail, de permettre de prendre la voiture en baissant notamment la TVA sur les carburants. Perrine Goulet. Moi, je suis convaincue que ce qui est fait à Nevers est la bonne solution. Le stationnement en zone bleue, pas trop loin des commerces, et une voie piétonne. Tout le monde peut accéder assez facilement à proximité du centre-ville et après peut marcher. Donc je pense que c'est la solution. Orny Mpengue, environnement ou commerce? Pareil, moi je pense qu'il faut que l'écologie ne soit pas punitive, donc il faut vraiment s'adapter, il faut que ce soit la concertation des différentes parties prenantes pour trouver la meilleure solution, mais je ne suis pas binaire là-dessus. François Lemétier. Je suis d'accord également. Il faut que ce soit une écologie constructive et qui aille dans le sens de l'incitation. Bien évidemment, laissons la marge de manœuvre aux élus locaux pour prendre ces décisions. Deuxième question, c'était le creuset de la fronde des Gilets jaunes dans la Nièvre. Les routes sont toujours limitées à 80 km/h pour réduire les accidents. Faut-il revenir à 90 km/h? Perrine Goulet. Alors, moi, j'ai soutenu des candidats qui se sont présentés pour les départementales qui soutenaient le retour à 90 km/h. Oui. La majorité actuelle avait dit qu'elle le ferait. Visiblement, elle n'a pas envie de le faire. Encore un engagement que la majorité socialiste ne tient pas. Orny Mpengue. Bien entendu, moi, je suis pour le retour à 90 km/h. C'est clair pour moi. François Lemétier. Tout à fait d'accord. 90 km/h, je suis favorable. Vous aussi, vous êtes tous d'accord. Léo Coutelec. Je pense qu'on n'est pas d'accord sur la raison. La raison, c'est qu'en milieu rural, les gens sont de plus en plus contraints à faire des trajets longs. Le carburant augmente aux alentours de 2 €.
Si en plus, aux alentours de 2 euros, si en plus on leur met la contrainte de 80 km/h, c'est la double peine. Donc je crois qu'il faut prendre la réalité des longs trajets en milieu rural où effectivement cela pose problème d'être à 80 km/h. Sauver des vies ou éviter le mécontentement, Thomas Perret? Évidemment, le retour à 90 km/h, il faut arrêter cette chasse aux automobilistes qui pourrit leur vie et qui contraint au quotidien leurs déplacements inutilement. Alors, avec la guerre en Ukraine, on parle beaucoup des énergies, on parle beaucoup du nucléaire. On sait que la centrale de Belleville est toute proche de la Nièvre. Est-ce qu'on continue le nucléaire ou est-ce qu'on stoppe cette énergie? François Lemétayer, 10 secondes chacun. Je suis pour la souveraineté énergétique de notre pays qui aujourd'hui passe par le nucléaire. Nécessairement, nous devons continuer le nucléaire tout en favorisant les énergies renouvelables, mais il ne s'agit pas de l'abandonner tant que nous ne serons pas souverains. Thomas Perret. Je suis absolument favorable au développement de l'énergie nucléaire parce que c'est une énergie qui est décarbonée, la plus décarbonée, qui est très peu coûteuse en matière électrique et qui produit énormément et on le voit lors des hivers. Léo Coutelec. Il va falloir s'en passer à long terme. Combien de temps, je ne peux pas vous le dire, mais il va falloir qu'on investisse massivement dans un mix énergétique, dans les énergies renouvelables. La centrale de Belleville vient d'être carénée, donc elle en prend pour 40 ans. C'est 40 millions d'investissements, 49 milliards d'investissements sur la France pour tout recaréner. Il faut se poser la question si ces 49 milliards, on ne les met pas ailleurs. Merci. Nucléaire, stop ou encore Ornine Bengué? Moi, je suis pareil pour le mix énergétique. Il faut continuer, puisque aujourd'hui, ça aura un impact sur le pouvoir d'achat. C'est une énergie qui permet de produire à moindre coût. Donc, il faut continuer, mais en même temps, développer les énergies non renouvelables. Perrine Goulet. Oui, c'est la seule énergie pilotable qui émet moins de CO2 que les autres et qui est sur une zone réduite. Et bien sûr, développer les énergies renouvelables, mais en parlant avec les gens, parce que les éoliennes dans la Nièvre, au milieu des vignobles, ce n'est pas une solution. Alors, depuis 10 ans, la Nièvre a perdu 5000 habitants. Quelle est votre mesure pour attirer les jeunes? Une seule mesure, Thomas Perret. Eh ben, on a plusieurs mesures pour les jeunes. Et évidemment, seule. l'une des grandes mesures, c'est de supprimer l'impôt sur le revenu pour tous les moins de 30 ans. Léo Coutelec, une mesure. Une allocation à 1 063 € net par mois pour tous les étudiants et toutes les personnes en formation. Ça permet aux étudiants et aux jeunes de choisir leur voie et pourquoi pas de rester dans la Nièvre et de bénéficier de l'offre de formation qui est présente. François Lemétayer. Nous devons avoir une véritable vision pour notre territoire qui doit passer par le numérique. Le numérique doit permettre d'attirer de nouvelles populations et surtout de favoriser notre économie. Donc je suis complètement engagé sur le numérique. Perrine Goulet, une mesure pour les jeunes. Rendre le territoire attractif et leur donner envie de revenir. Culture, sport, travail. Ornine Bengué. Pareil, je vais aller dans le même sens du numérique. Aujourd'hui, il y a, avec la transformation numérique, il y a des nouveaux métiers qui peuvent se faire en télétravail. Je l'ai expérimenté moi-même pendant 2 ans. Donc aujourd'hui, la Nièvre a toutes les potentialités pour attirer ces gens-là. Donc attirons-les avec le cadre de vie qui va avec. Donc attirons ces jeunes avec le numérique en leur proposant des solutions clés en main. Merci. On passe maintenant à la troisième partie de ce débat, qui est plus consacrée donc au territoire, au sujet concernant la politique locale. En premier lieu, la santé. Donc, et on va commencer par la fermeture de la maternité de Nevers. Alors je vous arrête tout de suite, ce n'est pas une fermeture. Hein. La fermeture temporaire. Elle n'a jamais été fermée. Et c'est pour ça que les urgences seulement. Les urgences ont toujours été assurées et les femmes ont toujours pu accoucher dans la Nièvre. Il y a quand même. Parce que ça fait peur après aux professionnels qui veulent postuler chez nous. Elle n'a jamais fermé. Elle a été mise en toutes les femmes réduction. qui étaient enceintes et qui avaient des rendez-vous ne pouvaient pas y aller, sauf urgence. Toutes les femmes qui avaient des rendez-vous les rendez-vous étaient assurés puisque les sages-femmes de journée qui font les consultations étaient bien présentes et n'étaient pas en arrêt maladie. C'était que les sages-femmes qui sont en salle de naissance, les 14 sages-femmes qui étaient en salle de naissance qui étaient en arrêt maladie. Il restait par contre les gynécologues et la sage-femme cadre qui ont permis d'accueillir les femmes qui souhaitaient accoucher à Nevers. Après, en fonction, si l'accouchement était loin, on pouvait les envoyer ou elles pouvaient accoucher chez... Oui, mais elle n'était pas fermée. J'ai pas dit qu'il n'y avait aucun problème, mais il faut faire attention dans les mots. Suspendu. Il faut faire attention dans les mots. Il a fallu faire appel à la réserve sanitaire. Voilà, c'était pas un fonctionnement qui était habituel. C'est pas un fonctionnement normal, on est d'accord, mais elle n'était pas fermée. Et je pense que c'est important de le dire. Alors, je me tourne vers Thomas Perret, donc, pour commencer sur ce sujet. Comment dissiper les inquiétudes? Il y en a encore d'ailleurs pour cet été. L'inquiétude principale de nos compatriotes en termes de santé, c'est la désertification médicale, également la désertification... Pour la maternité. Oui, mais ça fait partie d'un ensemble qui s'appelle la désertification médicale. Et on voit bien qu'il faut... la première chose qui est désertifiée, c'est l'hôpital public. Il faut recruter massivement des soignants, 10 000 notamment dans les IFSI, les instituts de formation en soins infirmiers. Il faut également revaloriser de 10% les salaires des soignants. Il faut aussi
Et je reviens Donc sur pour ce tous que les vous soignants, disiez. c'est ce que vous dites. Pour tous les la soignants. maternité, Et je les reviens autres, sur ce tous que les dit- services. Bien sûr, mais c'est une nécessité. Et on voit qu'ils sont en dessous de la moyenne européenne. Donc c'est une nécessité. Et je rebondis sur ce qu'a dit Maître tout à l'heure, en parlant du numérique. Monsieur Métayer. Qui est avocat. Qui est avocat. Pour ceux qui nous regardent. Voilà. Et sur le numérique, je crois qu'il faut aussi faire appel au développement de la télémédecine, des téléconsultations et de la téléexpertise pour désenclaver ces territoires dans ce domaine-là. Ça fait 20 ans que Clamecy, Decize, Cône, les fermetures de maternité s'enchaînent. Qu'est-ce qu'on fait, Léo Coutelec, pour que ça s'arrête, ça? Très concrètement. Déjà, dire qu'il faut que ça s'arrête, et notamment sur les hôpitaux périphériques. Dire ça suffit pas. Voilà, il faut absolument stopper l'hémorragie d'une situation sanitaire catastrophique dans la Comment on Nièvre et se satisfaire d'un service de maternité sur l'hôpital de Nevers qui marche grâce à la réserve sanitaire. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Les femmes aujourd'hui dans notre département vont accoucher à 60-70 km la plupart du temps. La maternité de Nevers n'a pas absorbé, avec la fermeture de l'ensemble des maternités périphériques, n'a pas absorbé toutes les naissances du département. Donc j'allais dire, Vous êtes en train de dire que c'est un échec du gouvernement? depuis 5 ans, la situation s'est dégradée. Il faut prendre en compte cette réalité. La situation sanitaire des Nivernais et des Nivernaises s'est dégradée en 5 ans. Alors attendez, je voudrais quand même dire une chose, c'est qu'il y a eu l'éclipse du Ségur. On va en parler, l'éclipse du Ségur, c'est bien. C'est un coup médiatique, une prise de conscience du président suite à la crise Covid. Je félicite. Mais le problème, il n'est pas conjoncturel, il est structurel dans l'hôpital. Lorsque les dépenses de santé, ce que l'on donne pour les hôpitaux et la santé en général est de 2%, alors que les besoins sont de 4%, et ça c'est structurel, et Mme Goulet a voté en décembre 2021 la loi d'orientation sur la sécurité sociale avec un budget de 2,3%, alors qu'on sait, pour 2022, alors qu'on sait que les besoins sont à 4%, structurellement, on est en train d'appauvrir l'hôpital public. Ornine Payet et ensuite Perrine Goulet pour répondre. Rebondir là-dessus. Moi, je pense qu'au-delà des chiffres, de tout ce qui vient d'être évoqué, c'est une véritable vision de la santé qu'il faut changer. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore, c'est quand même des vies des personnes, on doit le manager comme si c'était une entreprise? Moi, je pense qu'il y a vraiment un virage à prendre. Est-ce que l'hôpital, les services publics, de manière générale, doivent être gérés comme des entreprises? Ou est-ce que c'est quand même l'économie de la vie? Ou est-ce qu'on ne fait pas justement ce grand virage qui fait qu'on ne traite plus la santé, la médecine comme quelque chose Alors concrètement, comment on fait là dans le cas de la maternité Concrètement, si vous êtes élu, vous faites concrètement, quoi je vais vous le dire. Parce que j'ai eu la chance la semaine dernière de faire un rendez-vous avec des internes. Il y a 3 leviers. Le premier levier, c'est au niveau RH, au niveau du recrutement. Je pense que le constat, il est là. Il y a une crise de la vocation, que ce soit les infirmières, donc voilà, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, donc il va falloir recruter massivement. Deuxième chose, c'est des métiers particuliers, où il y a un besoin de formation. Et ce que me disaient les médecins, on peut faire sauter... C'est des choses qui ont été faites par le gouvernement. Oui, mais on peut faire sauter le numerus clausus, mais derrière, il va y avoir un effort de formation. Et quand on regarde la moyenne d'âge des médecins, déjà généralistes, c'est à peu près de 62 ans, les spécialistes, c'est encore plus. Donc, même si on fait le numerus clausus, il va y avoir structurellement un problème. Donc, il faut investir massivement et faire le quoi qu'il en soit de la santé. On va laisser Perrine Goulet répondre. La situation s'est dégradée depuis 5 ans. C'est ce que vous a dit il y a quelques minutes, Léo Coutelec. Mais elle se dégrade depuis 20 ans, la situation. C'est pas la faute de la République En Marche, ça date d'avant. C'est des choix politiques. Quand on supprime la gynécologie de ville, la spécialité de gynécologie de ville il y a 20 ans, ça amène quoi? Ça amène qu'on donne les compétences aux sages-femmes. Les sages-femmes peuvent donc aller exercer en ville à la place des gynécologues. On est passé de 20% de sages-femmes en libéral il y a 10 ans à 34% aujourd'hui. C'est pour ça qu'elles ne sont plus dans les maternités, elles sont en libéral, elles font de la gynécologie de ville. Aujourd'hui, on paye des choix politiques faits il y a 20 ans. La fermeture de la maternité de Cône, c'était 2018. Alors, elle n'est pas fermée, la maternité de Cône, elle est suspendue. Et je pense que c'est important. Le centre périnatal. Alors, on va. Non, mais qu'est-ce que ça change? On va aller expliquer correctement. Parce que, à un moment, il faut aussi dire les choses correctement. La maternité de Cône, il y avait eu des injonctions de l'ARS suite à des gros dysfonctionnements. On leur a demandé à l'organisme privé qui s'occupait de la maternité, qui était Capa Santé, de faire les investissements qui étaient nécessaires dedans. Ils n'ont pas souhaité les faire, et donc on en est arrivé à suspendre. Et c'est eux qui ont de faire 1 heure de voiture pour se soigner. Ah mais je dis pas que c'est acceptable. Mais aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils vont pouvoir, par un coup de baguette magique, remettre des médecins, ils mentent. Aujourd'hui, quand on regarde le taux de médecins, parce qu'il faut le regarder, dans les années 2000, on avait dans la Nièvre 137 médecins pour 100 000 habitants et 112 aujourd'hui, mais
y compris ailleurs dans le territoire. On en avait 155 dans le territoire il y a des années, on en a 127. Aujourd'hui, si on prend les médecins ailleurs, c'est déshabiller Pierre pour habiller Jacques. D'ailleurs, on le voit très bien. On a Bordeaux qui craque au niveau des urgences, on a la maternité de Chinon qui vient de fermer. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ce qui est prévu. Et moi, j'entends que c'est pas bien le numerus clausus, mais si on l'avait fait il y a 20 ans, quand vous étiez, vos têtes de liste étaient... Pas vous, mais quand Jean-Luc Mélenchon et quand Madame Pécresse était... Non, mais il était quand même dans un gouvernement, il aurait pu dire que ça serait bien qu'on lève quand même le numerus clausus. Aujourd'hui, grâce à ça, mine de rien, on a entre 2017 et aujourd'hui, on aura 2500 médecins à la rentrée qui pourront avoir, 2500 places de plus pour les médecins, mais effectivement, c'est que dans 10 ans... François Le Métayer, vous n'avez pas travaillé, les Républicains, ils n'ont pas assez travaillé là, sur la santé depuis non, des années. il y a eu des décisions qui ont été prises qui, en effet, C'était pas des bonnes choses. Et je crois que surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Quand on parle avec les citoyens nivernais notamment, ce qui, bien évidemment, leur préoccupation, c'est d'avoir un problème au niveau des médecins. On pourrait parler aussi vous avez raison, Madame Goulet, sur les sages-femmes. Ces médecins, alors moi, je pense qu'il faut avoir, et ce sera ma priorité en tant que député, une loi d'urgence pour lutter contre les déserts médicaux, avec à l'intérieur des mesures d'urgence et des mesures d'avenir. Sur les mesures d'avenir, très rapidement, vous avez raison, fin du numerus clausus, mais il faut que ça s'accompagne de plus de moyens. Aujourd'hui, on a une difficulté majeure, c'est qu'on met fin au numerus clausus, mais on a moins d'enseignants et on n'a surtout pas de moyens dans l'université qui permettent de couvrir cette nécessité de former plus. Et on a besoin de mesures d'urgence qui est de mobiliser, mais en concertation avec les acteurs, des internes de médecine, mais aussi des infirmières, des pharmaciens. On a un problème aussi dans la Nièvre dont on parle peu qui porte sur les vétérinaires. Nous devons aller chercher des étudiants pour les former sur le terrain, avoir une formation pratique au contact des professionnels. Et je pense que ça pourra permettre à court terme, parce que je l'assume, c'est une mesure d'urgence, de couvrir les besoins de la population. Il reste 10 minutes d'émission. Je vous propose quand même qu'on parle de la désertification. On a l'impression que ce sentiment d'abandon, de déclassement, d'éloignement du pouvoir, il va de mal en pis depuis 30 ans. Comment on fait pour l'enrayer? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la Nièvre. Bien sûr, bien sûr. Moi je suis le candidat qui propose un avenir positif et enthousiasmant pour les Nivernais et les Nivernaises. Ça doit passer par 3 axes. Le premier, c'est le retour des services publics partout sur le territoire. Pas un habitant à moins de 30 minutes d'un service public. Parce que notre territoire, il ne sera pas attractif si on ferme des postes, si on ferme des gares, si on ferme des maternités, si on ferme des centres de périnatalité. Il faut absolument remettre du service public partout. Donc ça, c'est le premier axe. Ce qui a été fait avec les maisons France Service, c'est pas ça. Je ne dis pas que rien n'a été fait, mais la situation sanitaire reste catastrophique. Il y a un Nivernais sur 2 qui se fait hospitaliser en dehors du département. 25% à 30% des Nivernais qui n'ont pas de médecin traitant. Donc la situation est catastrophique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je pense que c'est la relocalisation. Nous devons créer de l'emploi. Nous avons eu des désindustrialisations chroniques dans ce département depuis 40 ans. Il faut stopper cette hémorragie-là. Il faut relocaliser grâce à la bifurcation écologique. Mais elle ne se décrète pas, la relocalisation. Non, grâce à la bifurcation écologique, c'est 1 million d'emplois qu'on peut créer en France. Et je propose, si je suis élu député, qu'il soit fléché sur des territoires ruraux où on en a besoin. Parce que la Nièvre et les territoires ruraux sont le creuset des emplois pour la bifurcation écologique de demain. Vos solutions, Thomas Perret, au Rassemblement national contre ce sentiment d'abandon. Oui, vous avez raison de souligner la carence en service public et nos compatriotes leur chantent au quotidien. Vous êtes d'accord avec la France insoumise, en fait? Sur ce constat-là, bien évidemment, mais je crois que sur ce diagnostic-là, on est tous d'accord. Je regrette que le bilan ces 5 dernières années ait été pittoresque sur l'instauration de services publics. Donc, on a parlé de la désertification médicale, mais on peut parler des fermetures de classes. 72 classes nivernaises qui ont fermé en 5 ans. Et combien d'ouvertes en échange? Non, mais très peu, madame. Si. Très peu. Il y en a 10, il y a qu'un différentiel de 10. Et ensuite, sur la fracture... Il faut le dire à un moment. Non, mais on peut le dire. Il y a un différentiel de 10 entre les fermetures et les ouvertures. On peut le dire. Mais il y a moins 600 élèves. Sur la fracture numérique, il faut regarder ensuite, la vérité. Sur la fracture numérique, ensuite, on voit qu'il y a un creuset, un gouffre à combler, et ça passe par la couverture de tout le territoire nivernais, de la première circonscription, plus particulièrement en fibre optique et en haut débit. Ça passe aussi par, et là je vous rejoins un peu, par la revitalisation des centres-bourgs et par l'attractivité économique. Donc ça veut dire construire des infrastructures qui puissent attirer des entreprises, des services, des commerces pour enrichir l'activité économique de notre département. Ce sentiment d'abandon, il existe, Perrine Goulet, quand même. Vous avez été bousculé, vous, par les Gilets jaunes, le rond-point de la Charité-sur-Loire. Il y avait énormément de gens. C'est quelque chose qui existe. Comment on arrête ce sentiment-là? Déjà, on explique que tout n'est pas de la faute de l'État. Parce que moi, j'ai été très surprise à ce moment-là qu'on me reproche le numérique. Le numérique, c'est une compétence chez nous par Nièvre Numérique, donc départementale. C'est eux qui ont fait le choix de prendre la fibre.
Donc à un moment, il faut aussi expliquer que les choix qui ont été faits n'ont pas permis qu'on aille peut-être aussi vite. Et c'est avoir bien une ce politique gouvernement volontariste qui a aussi, non permis que SFR vienne rajouter au pot. Et après, effectivement, c'est de là qu'a découlé l'agenda rural. Et c'est là où on a effectivement des dispositifs qui ont été mis en place. Je vois que vous voulez redynamiser, c'est déjà ce qu'on est en train de faire avec Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Ah bon? Quel résultat? C'est en cours. Enfin, en même temps, quand on casse quelque chose, quand on casse quelque chose, si c'est plus facile à casser qu'à Non, mais reprendre. c'est ça le problème, c'est que vous vantez de Est-ce quelque chose y a- qui n'est même y a- pas y a évalué. également, c'est normal, on vient de lancer. C'est Voilà. comme 1000 cafés pour redonner un petit peu de vie dans les territoires. Au moment, on en a un déployé, 2 qui sont en cours. Est-ce que le numérique peut être la solution à tous les problèmes de service public? Non, pas du tout. Quand Et on connaît c'est- les difficultés que peuvent avoir je les habitants... suis bien d'accord, et c'est bien pour ça qu'effectivement les maisons France Service, on en a plus qu'une par canton, puisqu'on en a 28 et on va en avoir 32 prochainement. C'est également pour ça qu'on a mis les conseillers numériques, alors qu'ils sont pilotés par l'agglomération de Nevers, pour l'agglomération de Nevers et pilotés par le département pour le reste, pour justement aller contre cette fracture numérique. Donc oui, il y a encore des choses à faire, mais tout ce que vous proposez, on l'a déjà lancé en fait. Donc moi, je veux bien que vous m'expliquiez exactement ce que vous avez. Je ne dis pas que c'est déjà fait, mais c'est ce qui est lancé. Moi, je peux, si vous regardez l'agenda rural, quand vous voulez rajouter des formations, on en a rajouté. Il y a le campus connecté. Vous voulez ramener du service public, on a les maisons de France Service qui sont en cours de développement. Alors, il n'y a pas de débat, tout est fait. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'aimerais juste rebondir Par contre, sur le numérique, si vous demandez permettez, Madame Goulet. une mesure pour ramener dans la Nièvre, c'est l'attractivité. Aujourd'hui, notre territoire n'est pas attractif. On l'a eu pendant... moi, j'ai eu une réunion la semaine dernière avec les sages-femmes, justement, pour revenir sur les sages-femmes, le département, l'agglomération de Nevers et l'hôpital et l'ARS. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants, on ne va pas les attirer comme ça. Il faut les attirer sur le logement, il faut les attirer sur les conditions de travail, il faut les attirer également sur l'accompagnement de la vie à l'extérieur. Et donc, c'est tout ce qui est en train de mettre en place. On vient d'avoir le nouvel internat, une crèche est en cours de réalisation. Donc, on est en train de faire ce qui n'a pas été fait pendant 40 ans dans la Nièvre. Sur le sentiment d'abandon et de déclassement en Alors, sur le sentiment d'abandon et de déclassement, alors j'aimerais juste rebondir sur la question précédente par rapport au numérique et son impact dans le département. Moi, je pense que le numérique peut être source à la fois d'emploi, à la fois de décloisonnement, quand on parle par exemple de la télémédecine, etc. Donc je pense que c'est vraiment un levier qu'on doit prendre en considération. Par contre... C'est pas forcément facile quand on est âgé, par exemple, de se débrouiller avec Internet. Je voulais en venir là-dessus. J'ai eu des rendez-vous en rencontrant les Nivernais, aussi bien ceux qui vivent dans les quartiers que ceux qui vivent dans les villages les plus reclus. Il y a ce problème de l'accès déjà, le 1, au numérique, et le tout numérique, quand il s'agit de se débrouiller, même pour quelqu'un qui est, pour les générations Z, on va dire, ça peut être compliqué, et ça creuse encore le fossé, ça creuse encore l'inégalité. Donc moi, je suis pour vraiment qu'il y ait plus d'accompagnants, de faire ce qu'on appelle, excusez-moi du terme, du figital, de mettre de l'humain et du numérique, d'avoir le bon mix entre la potentialité du numérique et quand même garder de l'humain. Et je pense que c'est ça. Les maisons France Service, ça vous... C'est exactement ça. Et les conseillers numériques, c'est exactement ça. Mais j'ai pas dit que c'est nécessaire, c'est peut-être pas suffisant. Il faut peut-être aller parce plus loin. que Thomas Perret qui est en retard sur le temps de parole, s'il vous plaît. C'est bientôt la fin de cette émission. Non, mais je crois qu'il n'y a pas à se gargariser. Les maisons France Service, c'est du ripollinage de façade, comme dirait l'autre, puisqu'elles ont été mises en remplacement des MSCAP, qui étaient des maisons services auprès du public, qui n'apportaient aucun résultat déjà au préalable. Donc, à un moment donné, il faut aussi avoir des politiques ambitieuses et volontaristes quand on parle de services. Je vous invite à aller dans le quartier de la Grande Pâture à Nevers et d'aller dans le quartier des Courlis à Nevers, qui sont en train d'avoir une maison de service qu'ils n'en avaient pas avant, et d'en monter une. Mais ça en fait partie. Oui, mais c'est pas que ça. Et la Charité, qui n'avait pas de maison de service au public, va en avoir une. Et on a mis une maison de service au public mobile à partir de la Charité pour aller justement dans la ruralité. Donc on adapte déjà et on emmène le service auprès des gens. On ne parle pas de politique de la ville, on parle de ruralité, Madame Goulet. Les deux. Enfin, il n'y a pas de différence. Les maisons de service au public, il y en a autant dans les quartiers que dans les ruralités. Et justement, c'est là la différence, c'est que la circonscription, il faut traiter de la grande ruralité à la politique de la ville. Et donc, il ne faut pas en laisser sur le côté. Et pendant 5 ans, vous avez abandonné la ruralité. C'est quand même inquiétant. Je crois qu'il faut commencer par rétablir un équilibre républicain, une égalité républicaine entre les personnes qui vivent en ville et les personnes qui vivent en milieu rural. La dotation globale de fonctionnement pour un rural est inférieure à celle d'un urbain.
Parce qu'on pense qu'un rural n'a pas les mêmes besoins en service public. Oui, est-ce que vous avez les chiffres? Parce que la DGF des communes sur les 5 dernières années est 30 € supérieure à la moyenne nationale. C'est faux. Mais vous voulez, je l'ai le chiffre si vous voulez. C'est faux. Pour 1 € donné aux villes, on donne 47 centimes, madame. Non, la dotation globale de fonctionnement. Les communes de la Nièvre est de 186 € par habitant, alors qu'au national, elle est de 165,4 €. On l'aura compris. Si vous voulez, je peux vous emmener les on vous mettra on regardera les chiffres. On vous mettra pas d'accord, on l'aura compris. Je vous propose d'arriver à la conclusion. Si vous voulez chacun avoir 30 secondes pour conclure, 30 secondes et pas une de plus, pour nous dire pourquoi les électeurs doivent voter pour vous le 12 juin. Pour vous donner la parole, nous avons procédé, je le précise, à un tirage au sort juste avant cette émission. Et on va donc commencer par vous, Perrine Goulet. Alors, je souhaite continuer à être votre députée pour continuer à accompagner les dossiers que nous avons entamés. Nous en avons un petit peu parlé, mais il faut aller plus loin. Je souhaite poursuivre le redressement de notre économie et je pense qu'être dans la majorité présidentielle permet d'obtenir des choses qu'on attendait depuis longtemps, comme l'hélicoptère sanitaire, la première année de médecine notamment, et qu'il est important pour pas que notre département tombe dans les extrêmes, que le vote soit sur ma personne et que moi, en tous les cas, comme d'habitude, vous me verrez sur le terrain tous les jours de l'année parce que je suis née, je vis et j'habite dans ce département auquel je tiens fort et dont je connais les potentialités et il faut qu'on les développe. Merci Perrine Goulet. Léo Coutelec, vous avez la parole. Alors le 12 et le 19 juin, les électeurs auront le choix. Soit ils donnent les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et à sa politique de maltraitance sociale et d'irresponsabilité écologique pour 5 ans de plus, soit ils donnent le pouvoir à la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et à l'Assemblée nationale, nous mettrons en place un programme de rupture pour le pouvoir populaire, pour l'emploi, pour la bifurcation écologique. Un sujet que je défendrai à l'Assemblée nationale et qui touche les Nivernaises et les Nivernais directement, c'est la lutte contre la précarité alimentaire. 8 millions de Français sont à l'aide alimentaire aujourd'hui, c'est insupportable. Donc on peut tout changer le 12 et le 19 juin. C'est fini, Porning Pengue, 30 secondes pour vous. Alors, chers Nivernais, donc j'ai grandi dans ce département que j'adore. Et je vous demande les 12 et 19 juin de porter vos voix à une gauche républicaine, locale et européenne. Donc j'aimerais que tous ceux qui sont déçus ou qui pensent que les extrêmes, avec leur programme qui nous mèneront à rien, puissent se retrouver derrière une candidature, la seule candidature qui ne soit pas d'extrême et qui soit en opposition avec la politique qui est menée depuis maintenant plus de 5 ans par La République En Marche. Merci. François Lemétayer, c'est à vous, vous avez 30 secondes. Les 12 et 19 juin, mesdames, messieurs, je vous propose de porter la voix des territoires oubliés depuis 5 ans. Si vous me faites confiance, je serai un député d'action, de terrain et de conviction, jeune et engagé pour défendre les priorités de notre territoire, la santé, le pouvoir d'achat, mais je pense aussi à des lois comme le handicap, la protection de nos retraités, de nos agriculteurs et aussi la valorisation du bénévolat. Ce que je vous propose ensemble, c'est de construire demain notre territoire et de défendre la Nièvre. Merci François Lemétayer. La parole est à Thomas Perret pour terminer. Mes chers amis, vous avez été 52% dans l'ensemble de la Nièvre à voter pour le projet de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Ainsi, les 12 et 19 juin prochains, vous avez le pouvoir de faire en sorte que les Français soient respectés et soient remis dans leur dignité. Vous avez le pouvoir que la liberté de la France et son indépendance soient restaurées. Vous avez le pouvoir de mettre fin à l'impunité et au laxisme judiciaire et à la submersion migratoire. Et pour cela, vous devez et vous pouvez vous mobiliser et voter pour des députés du Rassemblement national. Merci à tous les 5 d'être venus participer à cette émission. Je vous rappelle les autres candidats déclarés. Brighton Verdès pour Reconquête, Geneviève Lemoine pour Lutte ouvrière, Charles-Henri Gallois pour l'Union de la France et Michel Peters, candidat sans étiquette. Les élections législatives dans la première circonscription de la Nièvre, le dénouement, ce sera le 12 et 19 juin prochain dans les urnes. En attendant, vous pouvez retrouver ce débat sur notre site internet bfc.france3.fr. On aura bien sûr toutes les informations aussi dans le journal du Centre. Merci Jean-Mathias de m'avoir accompagné. Merci Elsa. Et merci à vous et à vous pour votre fidélité. Passez une très belle soirée sur France 3. À bientôt. Merci.